Bonsoir à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité. Quel sens cela a-t-il pour un jeune de 16-17 ans d'être condamné à 25-30 ans de prison ? Quel sens cela a-t-il pour lui, mais aussi pour ses victimes, pour les proches des victimes et pour la société dans son ensemble si aucun travail de réparation n'est fait ? C'est la question posée dans William ou le sens de la peine, un livre qui est le fruit d'une rencontre entre Isabelle Serret, l'équipe du délégué général aux droits de l'enfant, et William, un jeune dessaisi par la justice pour mineurs et qui a donc été jugé par la justice des adultes pour des faits graves. Sans oublier la victime, ce récit illustre l'échec de la protection de la jeunesse, l'échec d'un système, l'échec de toute une société. Libre Ensemble, Vinciane Colson, Jacques Nizin. Isabelle Serret, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes intervenante en sociologie clinique et récit de vie. Vous avez rencontré William à de nombreuses reprises pendant 18 mois environ, à l'initiative des équipes du délégué général aux droits de l'enfant. Et de vos discussions est donc né ce livre, William ou le sens de la peine, publié aux éditions Academia, et que vous co-signez donc avec William. Et à vos côtés, on accueille Jacques Ferenc. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur émérite à l'université de Namur, spécialisé dans les droits de l'enfant, et vous êtes par ailleurs aujourd'hui devenu l'avocat de William. William qui est donc un nom d'emprunt, je préfère le préciser. Alors, Jacques Ferenc, de quoi parle-t-on exactement quand on dit le dessaisissement d'un jeune ? Dans quel cas un juge de la jeunesse est-il autorisé à se dessaisir d'un dossier ? On parle de dessaisissement quand le système de protection de la jeunesse a décidé qu'il ne pouvait rien faire pour un jeune, malgré toutes les mesures qui sont à sa disposition. Donc c'est véritablement une manière de dire aux jeunes d'aller se faire pendre ailleurs, mais on peut le prendre au sens le plus littéral du terme, parce que, en tout cas en ce qui concerne William, c'est ce qui est arrivé. Il a été lynché par une cour d'assises après que les juges de la jeunesse aient dit qu'il ne pouvait rien pour lui. Normalement, le dessaisissement tient à la personnalité du jeune, du moins à la manière dont le système voit la personnalité du jeune quand il estime que finalement, même si ce qu'il a fait, il l'a fait à 16 ans, quand sa maturité n'était probablement pas atteinte, eh bien, tant pis, la société s'en débarrasse et l'enferme pour des années et des années. Mais est-ce que c'est contraire à la Convention internationale des droits de l'enfant ? Parce que la Convention internationale des droits de l'enfant, elle dit qu'il faut privilégier normalement des mesures de protection envers les jeunes. Non seulement la Convention dit qu'il faut privilégier les mesures de protection, mais elle dit aussi qu'un jeune doit être jugé selon des modalités qui sont particulières pour les enfants. Alors il y a une énorme hypocrisie dans la loi belge qui dit que la cour d'assises est une cour d'assises, donc c'est celle qui juge les crimes, les faits les plus graves. La cour d'assises est une cour d'assises pour les enfants, parce que 2 des 3 magistrats qui composent le siège ont suivi une formation d'environ 1 semaine en matière de droits de l'enfant. Mais c'est de l'hypocrisie parce que dans une cour d'assises, le plus important, ce sont les jurés. Et les jurés, eux, vont juger un jeune comme il jugerait un criminel multirécidiviste de 50 ou de 60 ans, quoi. Oui, or, vous le disiez tout à l'heure, un mineur, on estime aujourd'hui, et notamment les neurosciences, etc., estiment que finalement, il n'est pas encore totalement constitué, sa personnalité n'est pas encore totalement constituée à 15, 16 ans, par exemple. C'est ce qui est terrifiant dans le cas de William, mais probablement dans le cas d'autres jeunes aussi. C'est que finalement, on va clicher un moment de ce qui est quand même encore son enfance pour en déduire, par exemple, qu'il est un psychopathe et que les chances de récidive sont très hautes, ce qui est effectivement absurde pour ce que je sais, en tout cas, notamment des neurosciences. Alors Isabelle Serret, comment avez-vous rencontré, vous, William, donc ce jeune dessaisi dont vous racontez un peu l'histoire, dont vous lui donnez la parole dans ce livre, William ou le sens de la peine. Comment vous êtes arrivé à le rencontrer ? Alors, Fouzia El Mabaret, qui est sa référente au sein de l'équipe du délégué général aux droits de l'enfant, m'a contactée à l'automne 2022, je pense, parce qu'elle l'accompagnait. Et à cette époque, il était dans le CCMD, donc le Centre communautaire pour mineurs dessaisis.
Et c'était un jeune plein d'initiatives. Il appelait fréquemment le délégué pour avoir des tentures aux fenêtres de sa cellule, pour avoir un temps de préo plus long, pour avoir accès à des formations, pour avoir accès à un psychologue. Et petit à petit, elle l'a vu s'éteindre. Et donc, elle s'est dit que peut-être un travail narratif le remettrait en mouvement. Alors, ce n'est pas dans les missions du délégué de s'occuper des jeunes individuellement, singulièrement, mais elle s'est dit qu'au travers de William, on allait peut-être pouvoir montrer de manière flagrante toutes les failles institutionnelles qui ont jalonné son jeune parcours. Oui, parce que c'est vrai que Fouzia El Marabet, on l'a rencontrée pour préparer cette émission et elle me disait, et je pense qu'elle l'écrit aussi dans le livre, dans la préface qu'elle rédige, c'est que vraiment dans cette situation, il y a deux violences qui se confrontent. Il y a vraiment la violence des faits qui ont été commis et qui ont été reconnus par la justice. Et puis après, il y a la violence du système envers ce jeune. Et donc, les deux sont finalement presque aussi fortes l'une que l'autre, tellement, ça paraît vraiment très injuste pour elle. Ouais. Et on pourrait rajouter la violence de son parcours avant les faits, parce que c'est un jeune qui avait besoin de protection et qui ne l'a pas reçu. Je peux donner l'exemple qu'il a traîné au centre commercial devant la gare pendant plusieurs mois, sans qu'on ne s'inquiète du décrochage scolaire, du fait que ce jeune était en rue, etc. Et ce que William saisit très bien quand il fait son récit de vie, c'est je lui dis « Mais donc tu as traîné en rue ?» Il dit « Non, moi j'ai jamais traîné. » Et je dis « Mais je croyais que… » Il dit « Ah non, moi je errais parce que j'étais sans but. Je n'avais aucun objectif dans la vie. » Et c'est quand même incroyable qu'elle faille par rapport à nos institutions qu'un jeune de cet âge-là, 15 ans, n'ait aucun objectif dans la vie. Et c'est tellement il avait subi des choses difficiles à traverser dans son enfance. Jacques Firrens, ça veut dire qu'ici, c'est aussi l'échec de l'aide à la jeunesse, l'échec de la protection de la jeunesse, de tout un système où finalement, qui n'a pas su l'aider à temps? Oui, certainement. Donc, je trouve que la protection de la jeunesse, donc qui vise plus spécialement l'accompagnement des mineurs en conflit avec la loi, des mineurs délinquants, et l'aide à la jeunesse qui est là pour aider les jeunes, comme le nom l'indique, sont souvent dans une position très très attentiste. Il faut précisément qu'il y ait un événement qui déclenche l'aide à la jeunesse, alors que parfois il est trop tard, par exemple dans le cas de violences exercées contre les enfants, ou bien il faut que le jeune fasse des conneries pour que finalement la protection de la jeunesse commence à s'y intéresser. Et si les bêtises en question sont énormes, alors la réponse sera énorme et énormément violente, comme le souligne Isabelle. Alors, je vous propose qu'on écoute un passage de ce livre. C'est un passage qui est slamé par Manza, donc qui est un artiste slameur. Et donc, c'est un passage qui raconte un petit peu comment vous en êtes venu à faire ce récit avec William et qui aborde déjà la question du sens de la peine. Au centre de la décision se dresse la punition. Elle peine à se mouvoir en prévention. Je lui propose un travail en 2 étapes. 1. Recueillir son récit. 2. Faire un quelque chose à définir dans un temps indéfini avec ce matériel biographique. Nous avons malheureusement le temps pour nous, le temps de penser, trop de temps pour penser, pour s'y atteler, garder la concentration vive, se marier à l'endurance. William dit « enfermer, ça a un sens ». Quand il y a des faits, être en prison, ça aide, mais ça peut empirer. Au bout d'un moment, si la peine est trop longue, on se dit « mais qu'est-ce que je fais ici ?» Avec ce que j'ai pris, je pense au jour le jour. J'arrive pas à me projeter comme j'ai une grosse peine. Je dois oublier le passé. Je ne sais pas penser à dans 5 ans. C'est comme si j'avais pas de vie. Le contrat est signé. Ici, j'ai pas la possibilité de faire autrement que d'être hypocrite. L'environnement ne me le permet pas. C'est pas moi. Au fond, je suis pas comme ça. Tout ça est conditionné par l'institution. Ma maman, elle m'aime. Mais elle n'est pas là. En étant ici, elle ne m'apporte pas la même chose que si j'étais dehors. Je peux m'adapter à tout, mais ce qui me manque ici, c'est l'amour. Alors Isabelle, j'ai envie de vous faire réagir peut-être à cet extrait. Alors je vois que vous êtes émue en l'écoutant.
Est-ce que ça vous rappelle effectivement le cheminement que vous avez fait avec lui et la question du sens finalement de cette peine pour lui? Oui, rencontrer William en fait m'a fait prendre conscience que par mon silence, en tant que citoyenne, je cautionnais le fait que des mineurs soient dessaisis. Et qu'on puisse les laisser dans un tel état de désœuvrement m'a vraiment glacée pendant des mois. William était 23 heures par jour dans sa cellule avec à tout casser 1 heure de préau. Alors je voudrais quand même bien préciser que essayer de comprendre, ce n'est pas justifié. Donc je n'essaye pas du tout d'atténuer les faits qu'il a commis et le fait qu'il a une part de responsabilité dans ceci. La place de la personne victime a toujours été présente dans nos échanges. On ne la nie pas, mais comprendre, ce n'est pas excuser. Et oui, cet état de désœuvrement m'a révoltée parce que si on pense incarcération, il faut penser sortie. Et ça, c'est un impensé complètement en dehors de la punition pénale. Et ils disparaissent à nos yeux, on ne les voit plus, mais pourtant ils existent encore, ils font partie de notre société. Et la question que William se pose, et à juste titre, c'est qu'est-ce que je vais devenir? Ça fait déjà 7 ans qu'il est encellulé, il a compris, il a fait un chemin incroyable en 18 mois sur... je dirais pas la prise de conscience, parce que je pense qu'il l'avait, mais la mise en mots de sa culpabilité. Il ne l'avait pas faite. Par exemple, dans le livre, il y a un moment, il y écrit une lettre où il va reconnaître, il va mettre des mots effectivement sur cette culpabilité. Oui, qu'il n'arrivait pas à dire à l'oral. Mais ça dit toutes les difficultés dans lesquelles il se trouve, de honte, de culpabilité. Pour un jeune qu'on dit sans émotion, moi je trouvais qu'il en avait mais énormément, mais qu'elles étaient toutes dans un carcan. Il a toujours été obligé de se protéger de ses émotions. Mmh. Et ce n'est pas pensé, sa sortie n'est pas pensée. Et il me dit, je ne suis entourée que de criminels, d'adultes criminels. Que vais-je devenir ? Jacques Ferenc, quel est le sens pour vous de cette peine infligée donc à un jeune qui avait 16 ans au moment des faits, le sens pour lui et le sens pour la famille, pour ses victimes? Est-ce que vous avez l'impression que le travail qui est fait aujourd'hui, c'est-à-dire pas grand-chose en prison, peut servir à lui et aux proches des victimes? Non, je ne pense pas. Beaucoup moins que s'il avait pu rester dans une IPPJ, donc des instituts, les institutions pour la protection de la jeunesse, où là, on travaille la sortie de l'IPPJ quand il s'agit d'une section fermée. En prison, on ne travaille absolument pas la sortie. Au contraire, en ce qui concerne William, on s'attache à la non-sortie, en ce sens qu'on dit « attention, il y a de grandes chances qu'il récidive avec la personnalité qu'il a ». Et je rappelle que c'est une personnalité qu'on a soi-disant figée lorsqu'il avait 16 ans. Alors, en plus, avec quelqu'un qui l'a vu, un psychiatre par exemple, qui l'a vu à très peu de temps. C'est ce qu'il dit, qu'il a rencontré le psychiatre pendant une demi-heure. Mais je crains qu'il ait raison, parce que c'est souvent comme ça que ça se passe. Et donc, chercher le sens de la peine, même pour la victime, qu'effectivement, il ne faut pas oublier de respecter, je n'en vois pas. Sauf peut-être un qui est qu'au fond, d'une certaine manière, la société se venge contre ce jeune qui est là, une fois pour toutes qualifié de criminel. Mais à mes yeux... Le droit pénal plus particulièrement, mais c'est essayer d'échapper à la vengeance. C'est justement sortir de cette relation stricte entre une victime et un auteur pour que la société puisse dire à un jeune, eh bien oui, tu es puni, on a eu raison de te punir, mais notre but ultime, c'est que tu puisses nous rejoindre. Et c'est absolument pas ce qui se passe dans le cas de William. J'étais aussi frappé par le fait qu'au fond, il y a une certaine vision de la liberté du jeune. Quand on l'a condamné pour ce qu'il avait fait, et c'était grave, il a tué quelqu'un, on considère qu'il est libre,
Sinon, on ne le condamnerait pas, si on ne considérait pas qu'il était libre. La réponse à cet acte de liberté, c'est d'abord de le priver de liberté, et puis surtout de dire, mais de toute façon, non, il n'a pas de liberté tout compte fait, parce que s'il rentre, tous les facteurs de sa personnalité vont faire qu'il va recommencer. Donc on nie la liberté qu'il aura lorsqu'il sera sorti, alors que c'est sa liberté qui sert de fondement à la condamnation. C'est assez contradictoire. Alors, on a rencontré le délégué général aux droits de l'enfant, donc Soleiman Lagdim. On va l'écouter. Il a d'abord pointé le fait qu'effectivement, cette mesure était contraire, on l'a dit, à la Convention internationale des droits de l'enfant. Mais il nous parle aussi du fait que cette décision de dessaisissement, elle est souvent empreinte d'inégalités entre régions, par exemple. Il nous parle aussi du centre pour mineurs dessaisis de Saint-Hubert, donc où les jeunes donc dessaisis se retrouvent. Et il avance d'autres pistes pour travailler avec ces jeunes. On l'écoute. On a une surreprésentation des jeunes bruxellois. Pourquoi on dessaisit beaucoup plus à Bruxelles qu'ailleurs, qu'à Charleroi, qu'à Liège. Donc il y a aussi la question de pouvoir questionner les pratiques des magistrats. Est-ce que toutes les réponses protectionnelles ont bien été utilisées, ont bien montré leurs limites? Souvent on se rend compte qu'il n'y a eu que quelques faits et puis boum, on se dessaisit parce que c'est la gravité du fait qui fait qu'on est dans une approche pénale et sanctionnatrice, mais je ne suis pas certain que ce soit la bonne approche. Et donc le fait que ce soit à Saint-Hubert, il y a déjà un éloignement très important, donc il y a très peu de visites des familles parce que ce n'est pas accessible du tout. Ceux qui avaient été par exemple à la prison de Saint-Gilles disaient au moins on avait des visites régulières. À cause de la surpopulation carcérale, ils sont à 2 à 3 par cellule, ce qui n'est pas le cas dans le centre pour mineurs dessaisis, qui a un taux d'occupation très 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 bas. Donc ça aussi, il faut le savoir. La majorité des jeunes qui sont dans le centre pour mineurs dessaisis sont des mandats d'arrêt internationaux, donc ce ne sont pas des jeunes de chez nous, c'est des jeunes étrangers qui se retrouvent chez nous et pour lesquels il y a eu un mandat d'arrêt international qui a été décerné. Et donc il y a une grosse solitude, même au niveau des communications. Les communications sont beaucoup plus flexibles en prison qu'au centre pour mineurs dessaisis où ils ont droit à 4 coups de fil avec une personne à côté d'eux. Donc il faut repenser le système et la réponse qu'on donne n'est pas une bonne réponse. Quand on entend le témoignage de ces jeunes, on se rend compte qu'il y a peu de possibilités, alors je ne vais même pas dire de réinsertion parce que souvent ce sont des jeunes qui n'ont même pas été insérés. C'est ce que l'exclusion fait de plus beau en Belgique, que vous retrouvez d'ailleurs soit en IPPJ, soit dans le centre pour mineurs dessaisis, soit dans le champ pénitentiaire de manière plus générale. Et donc comment réinsérer des jeunes qui n'ont pas été insérés? Et nous, ce qu'on préconise, c'est de dire travaillons sur les causes, travaillons pas sur les effets. La question de la sécurité publique, c'est une vraie question et il faut bien entendu la prendre en considération. Mais il y a peut-être des réponses alternatives qu'on pourrait avoir. Par exemple, étendre le système protectionnel jusqu'à 25 ans. Et pour ces cas très spécifiques, dire ces jeunes iront dans un centre, dans une IPPJ jusqu'à leurs 25 ans. Comme ça, on rencontre l'intérêt de la sécurité publique, mais qu'on continue à faire un travail éducatif intéressant parce que ces jeunes vont de toute façon réintégrer la société à un moment donné, donc ça ne sert à rien de les détruire. Alors, ça ne sert à rien de les détruire. Est-ce que vous, qui avez rencontré William tous les deux plusieurs fois, est-ce que vous avez le sentiment qu'aujourd'hui, on est en train de le détruire? Complètement. Mais déjà, demander à un jeune de 16 ans de participer à une cour d'assises, c'est destructeur. Il n'a rien compris. En fait, c'est impressionnant. C'est tout un décorum avec la présence des parties civiles. C'était complètement inadéquat. En tout cas, il n'a pas été préparé. Donc ça, c'est une violence. Il n'a pas été préparé à son incarcération. Il n'a pas été préparé à l'emprisonnement. Donc, à aucun moment donné, il n'est accompagné. Et donc, oui, je pense qu'on lui fait violence. Moi-même, je me suis demandé si le mettre dans ce travail narratif, qui a quand même pour objectif de travailler son histoire, revisiter son passé, supporter le présent et, dans le meilleur des cas, embellir l'avenir, je me suis dit, mais qu'est-ce que je peux lui proposer, finalement, qui ne lui fasse violence ? Quel espoir je peux lever? Enfin, c'était pas à moi à lever les espoirs, mais quel espoir va faire cette narration en lui? Est-ce que ça ne lui fait pas violence de se reprojeter, de se repenser en tant que sujet? Et là où moi je suis contente, et ça grâce à Jacques aussi, qui lui a fait comprendre que parce qu'il était détenu, enfin ce n'est pas parce qu'il était détenu qu'il n'avait pas de droit, il a un peu redevenu sujet de sa situation
en essayant justement de donner un sens à sa peine et en partageant son récit à autrui via l'ouvrage. Oui, Jacques Firenze, donc effectivement, vous êtes devenu aujourd'hui le conseil de William. Est-ce que votre rôle en tant qu'avocat, c'est quoi? D'essayer de redonner justement un peu d'espoir, et comment? Moi, je ne vois William qu'une heure de temps en temps, où je l'ai moins fréquenté finalement qu'Isabelle Oufoudia, mais j'ai eu le sentiment que c'était encore un jeune en lutte. Il lutte contre cette déshumanisation que lui impose la prison. Rien que le fait de prendre conscience qu'il est entouré de criminels et que ça va peut-être pas l'aider le jour où il sortira, c'est une manière de lutter. Mais surtout, je sens qu'il cherche l'espoir. Et je pense que le rôle d'un avocat, c'est quand même pas seulement de défendre au sens tout premier du terme devant le tribunal, c'est aussi de pouvoir renforcer cet espoir. Alors, je suis assez content, là, lors d'une de mes premières visites, je lui avais proposé 2 textes. La fable du chêne et du roseau, une fois par La Fontaine et une fois par Jean Anouilh. Dans la fable de La Fontaine, ça se termine avec le roseau qui se moque du géant qui a été déraciné. Et la fable chez Anouilh se termine par le géant, le chêne, il est terrassé, mais avant de mourir, il dit « Je suis encore un chêne ». Et je pense que c'est ça qu'on doit pouvoir donner à William, qu'il puisse toujours dire « Je suis encore un être humain ». Le comité des Nations Unies pour les droits de l'enfant a déjà condamné plusieurs fois la Belgique, en tout cas a incité la Belgique à changer cette procédure de dessaisissement. Pourtant, la Belgique ne l'a toujours pas fait. Ça fait presque 20 ans, je pense, que le comité demande à la Belgique de changer cette procédure. Elle ne l'a pas fait. Et j'irai même plus loin. Aujourd'hui, il y a des discussions dans certains partis politiques qui disent qu'il faudrait baisser la majorité pénale à 16 ans. Du coup, est-ce que vous avez le sentiment qu'il n'y a vraiment pas de conscientisation aujourd'hui du fait que cette procédure est problématique ? Absolument pas. Donc effectivement, on retombe éternellement dans les vieux clichés. Soi-disant, la délinquance des jeunes augmente. Il n'y a rien qui le prouve. Les seules statistiques qu'on a disent le contraire. Mais surtout, le vieux réflexe, c'est de dire on va réprimer de plus en plus fort. Et plus vous vous situez à droite, plus vous vous dirigez finalement peut-être un jour pour le retour de la peine de mort, quoi. Et tout ça, c'est absurde parce qu'on ne regarde pas l'histoire, on ne regarde pas l'évolution des droits humains, on ne regarde pas cette prise de conscience qui a lieu au moins à l'échelle internationale, bien que un enfant n'est pas un adulte et qu'on ne juge pas un enfant comme on juge un adulte. Et ça reste un être humain, comme vous venez de le dire dans ce fameux texte. Mais je ne suis pas du tout optimiste sur l'évolution du droit de la délinquance des jeunes. Isabelle Serret, est-ce que vous qui l'avez effectivement rencontré plusieurs fois, vous avez dit que vous aviez vu comme une évolution dans le travail que vous avez fait avec lui. Voilà, vous l'avez quitté à un moment, vous avez mis le point final, on va dire, au récit et au livre. Dans quel état d'esprit vous l'avez quitté et comment est-ce que vous voyez, vous, son avenir ? Moi, j'ai beaucoup de craintes parce qu'il va devoir survivre à cet univers carcéral encore de nombreuses années. C'est toute une société en soi, une prison avec ses règles et ses fonctionnements. Et il va devoir y trouver sa place. Et à quel prix, ça, je ne sais pas. Même si j'ai entièrement confiance en William, c'est pour moi encore un jeune en construction. Il y a qu'à lire son phrasé. Il dit « Ma maman, elle a vu que j'ai pris de la maturité ». Enfin, on voit qu'il est plein de notions enfantines. Il dit « Moi, je suis rentrée en prison, que c'était l'époque de l'iPhone 7 ». Enfin, il a vraiment ses repères. Et maintenant, on est bien plus loin. Mais oui, il a vraiment des repères d'enfant, finalement. Enfin, enfantin plutôt. Mais ça devient un adulte et je ne sais pas ce que la prison va lui permettre de devenir en tant qu'adulte. Oui. Et ce récit, c'était, pour revenir vraiment peut-être à la méthode, c'est vrai que c'est une bonne manière pour vous de finalement d'argumenter contre cette procédure de dessaisissement ou contre, par exemple, ces propositions de baisser la majorité pénale à 16 ans. C'est par le récit, on peut finalement faire passer des choses.
Oui, là, on peut vraiment rentrer, il me semble, dans la peau de William et comprendre au-delà des faits, hein, le jeune homme qu'il est, essayer de retracer son parcours, mais surtout tout son vécu existentiel et émotionnel, ce dont on a peu accès quand on parle de prison. En général, on parle de stock de détenus, enfin des termes empruntés à l'idéologie managériale, où on parle de l'état de délabrement des prisons. On ne parle pas de ce qu'ils vivent en tant que vécu subjectif, existentiel. Et là, il me semble que ça y donne accès et qu'on peut se rendre compte qu'on punit. En fait, on ne répare rien, on punit. Et on peut se poser la question, qu'est-ce qu'on punit ? Qui punit-on ? Comment punit-on ? Et comme le disait Jacques, avec aucun rapport avec l'évolution de la criminalité. Oui, c'est ça. Parce qu'effectivement, Jacques Ferencz, aussi bien vous que Soleiman Lagdine disaient peut-être qu'on pourrait envisager d'autres solutions, parce qu'évidemment, il ne faut pas oublier les faits qui ont été commis, la douleur des proches des victimes et la victime elle-même. Mais évidemment, peut-être d'autres solutions pourraient être avancées. Donc, il y avait la question de poursuivre l'accompagnement en IPPJ jusqu'à 25 ans, la question de la justice réparatrice, aussi restauratrice, qui est vraiment très peu utilisée aujourd'hui en Belgique. Oui, qui est assez peu utilisée. On en parle quand même de plus en plus. Mais c'est vrai que la justice dite réparatrice, qui consiste donc à vouloir avant tout refaire le lien entre l'auteur et la victime, c'est beaucoup plus difficile à réussir lorsque les faits sont graves. Ça, il faut le reconnaître. Mais c'est certainement une piste à approfondir. À propos des IPPJ, le décret de l'aide à la jeunesse donc pour la communauté française vient de changer et on limite en principe à 6 mois le temps de séjour des jeunes dans les IPPJ. Alors en fait on peut se dire c'est une bonne idée, hein, l'IPPJ c'est quand même pas l'endroit où les jeunes doivent normalement se trouver. En réalité j'ai peur que ça augmente le dessaisissement encore. Oui, parce que ça veut dire que pour des faits plus graves, on va se dire 6 mois, évidemment, en IPPJ, ce n'est pas suffisant. Ça ne suffit pas, et donc le dessaisissement va augmenter. On va suivre ça attentivement. Alors, je voulais vous remercier donc Isabelle Serret et merci Jacques Ferencz pour ces témoignages et merci à vous de nous avoir suivis. Je vous invite à lire donc ce livre donc d'Isabelle Serret et William ou le sens de la peine qui est publié aux éditions Academia. Mais avant de nous quitter, on va laisser la parole à Laurence Viel. Alors Laurence Viel, elle est poétesse, elle est écrivaine. Elle rédige en fait la préface de ce livre et on va écouter un extrait de cette préface. C'est une lettre qu'elle adresse à William après donc avoir lu vos échanges. On se quitte avec elle. Merci vraiment et bonne soirée à tous. Cher William, je ne vous connais pas. Je ne connais ni l'enfant ni le jeune que vous avez été, ni l'adulte que vous devenez. Mais ce qui est sûr, vos mots me font grandir. Vous dites, la question c'était pourquoi j'ai fait ça. Parfois, on a la réponse des années plus tard. J'ai envie d'avoir un psychologue pour penser à tout ça, pour faire un vrai travail, pour mieux me connaître. Et vous ajoutez, j'ai pas de désir depuis toujours. Vous désirez, William, tant de choses pourtant à travers ce récit. Vous désirez une formation, vous désirez plus de douches pour pouvoir faire davantage de sport, vous désirez l'amour de votre mère, vous désirez l'amour de votre ami, vous désirez une psychologue, vous désirez une autre considération, vous désirez chaque jour un nouveau mot et chaque jour des chiffres, vous désirez renaître dans un autre pays, vous désirez ces moments où vos mots délivrent, vous désirez, oui. Et tout à coup, au fil de ces pages surgissent les mots que vous écrivez. Oui, sur une page, vous donnez vie à votre souffrance et votre peur, à la froideur des regards autour de vous. Moi, j'entends votre cœur qui bat derrière la porte. Je vous ai lu, je vous lis. Vous regrettez, la culpabilité vous ronge, celle qui vous empêchera de faire une erreur lorsque vous sortirez. Vous êtes mon semblable qui a dérapé. Je ne sais si ce travail de mise en mots de vos émotions, celles dont on vous a dit privées et qui vibre ici page après page, je ne sais si cette œuvre commune aura le pouvoir de changer votre vie, mais vous changez la mienne. Cher William, je vous souhaite de sortir de la maison de peine avant ces presque 3 décennies assénées à votre jeunesse. Vous nous parlez, votre voix dont j'ignore le timbre résonne en moi.
et je vous remercie.